Je vais vous dire, ça me chagrinerait un peu que tout ce que l'on connaisse de Gauss en arithmétique, ce soit le lemme de Gauss. D'abord, parce que ce n'est pas possible d'imaginer qu'un résultat aussi basique ait pu échapper à Euclide. Effectivement, voici la proposition 32 du livre 7. Si deux nombres se multipliant l'un l'autre font un nombre, et si quelques nombres premiers mesurent leur produit, il mesurera l'un des deux nombres proposés. Oh oui, vous avez raison, ce n'est pas exactement le lemme de Gauss tel que vous le connaissez. Alors, le voici. Si un nombre D mesure un produit BC de deux nombres B et C et que C et D soient premiers entre eux, alors le nombre D est un diviseur de l'autre nombre B. Ah, là c'est bien le lemme de Gauss, non? Oui, sauf que cet énoncé figure dans le livre du père Jean Prestet, Les nouveaux éléments de mathématiques, un bon siècle avant Gauss. Est-ce à dire que Gauss n'a jamais écrit le lemme de Gauss? Non, non, rassurez-vous, il figure bien dans les recherches arithmétiques d'Ully. Si aucun des deux nombres a et b n'est divisible par un nombre premier p, le produit ab ne le sera pas non plus. Ah, ça c'est la contraposée exacte de la proposition d'Euclide. Gauss donne la démonstration, puis il ajoute: la démonstration de ce théorème a déjà été donnée par Euclide. Nous n'avons pas cependant voulu l'omettre, tant parce que plusieurs auteurs modernes ont présenté des raisonnements vagues au lieu de démonstrations, ou bien ont négligé ce théorème, que dans le but de faire mieux saisir, par ce cas très simple, l'esprit de la méthode que nous appliquerons par la suite à des points bien plus difficiles. Le ton est donné. Gauss écrit avec une maîtrise, une hauteur de vue, une rigueur, toute nouvelle pour l'époque. Il est d'autant plus impressionnant de penser à l'âge auquel il a écrit cela. C'est au début des Disquisitiones Arithmeticae ou Recherches arithmétiques en français. C'est le livre fondateur de l'arithmétique moderne. Oh, ce n'est pas que tout y soit entièrement nouveau. L'arithmétique remonte à Diophante, mais non seulement Gauss y ajoute ses propres résultats, mais surtout il met de l'ordre, il prend de la hauteur. Le voici en 1803, 2 ans après la publication de son chef-d'œuvre, qui est paru quand Gauss avait 24 ans, et encore, le livre avait pris du retard. En fait, Gauss l'avait écrit dès 1797, à 20 ans seulement. Si Gauss a pu se consacrer entièrement à sa recherche en arithmétique, c'est en grande partie grâce à cet homme, le duc de Brunswick, qui lui a accordé une bourse exceptionnelle pour le dégager de tout souci matériel. Le livre lui est dédicacé, ce qui est la moindre des choses. Voici ce que Gauss écrit. Par vos seules bontés, libre des soins étrangers et maître de consacrer mon temps à l'étude, j'ai pu entreprendre les recherches dont cet ouvrage renferme une partie, et m'y livrer pendant plusieurs années. Lorsque j'ai désiré le mettre au jour, votre munificence a écarté tous les obstacles qui en retardaient la publication. Ah ça oui, on peut dire que les mathématiques doivent un fier service au duc de Brunswick. Mais vous raconter exactement en quoi, sans être trop vague, ne va pas être facile. Il faut remonter un bon siècle et demi en arrière. De nombreux résultats d'arithmétique ont leur source dans la correspondance de Pierre de Fermat. Voici ce que l'on trouve dans une lettre à Frénic du 18 octobre 1640. Il me semble après cela qu'il m'importe de vous dire le fondement sur lequel j'appuie les démonstrations de tout ce qui concerne les progressions géométriques. Qui est-elle? Tout nombre premier mesure infailliblement l'une des puissances moins 1 de quelque progression que ce soit, et l'exposant de la dite puissance est sous-multiple du nombre premier donné, moins 1.
Voilà l'origine de ce que nous appelons le petit théorème de Fermat. Il dit que si P est premier et A non nul, A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Oh, ne vous imaginez pas que Fermat soit allé jusqu'à dire pourquoi. Cette proposition est généralement vraie en toute progression et en tout nombre premier, de quoi je vous enverrai la démonstration si je n'appréhendais d'être trop long. Eh oui, c'est comme ça. C'est à la fois l'époque et le caractère de Fermat qui voulaient ça. Entre le manque de temps, la crainte d'être trop long et les marges trop petites, Fermat n'a pas justifié beaucoup de ses affirmations. Tout de même, la plupart étaient justes et ont été démontrées par la suite. On a retrouvé une démonstration du petit théorème de Fermat dans les papiers non publiés de Leibniz. Il l'avait écrite vers 1693. Une grande partie des affirmations de Fermat ont été justifiées un siècle plus tard par Euler. Il a donné plusieurs démonstrations différentes du petit théorème de Fermat, mais il n'a pas fait que cela. Il a consacré un grand nombre de mémoires à des résultats qui étendent, d'une façon ou d'une autre, le petit théorème de Fermat, c'est-à-dire en gros qui résolvent des équations de congruence. Le problème typique consiste à se demander à quoi peut être congrue une puissance d'un nombre modulo un autre nombre. Eh bien, le cas le plus simple est celui de la puissance 2, et on appelle cela un résidu quadratique. A est un résidu quadratique modulo m si A est congru à un carré modulo m. Par exemple, modulo 13, 1, 4 et 9 sont résidus quadratiques, bien sûr, puisque ce sont déjà des carrés. En plus, 3 est congru à 16, 12 à 25, 10 à 36. Et il n'y a pas d'autres résidus quadratiques. Eh bien, c'est une propriété générale. Quand le module est un nombre premier impair, si on met à part 0, la moitié des restes entre 1 et p-1 sont des résidus quadratiques. L'autre moitié n'en sont pas. Mais il y a plus fort, la loi de réciprocité quadratique. Soit P et Q deux nombres premiers impairs. Si P ou Q est congru à 1 modulo 4, alors P est résidu quadratique de Q, si et seulement si Q est résidu quadratique de P. Et si P et Q sont congrus à 3 modulo 4, alors P est résidu quadratique de Q, si et seulement si Q n'est pas résidu quadratique de P. Cette loi impressionnante, Euler va la découvrir par tâtonnement et induction, mais sans pour autant l'énoncer très clairement. À la suite d'Euler, Lagrange reprend le problème, donne une forme générale de l'énoncé et cherche à le démontrer. Mais il n'y arrive pas. Vient ensuite Legendre. Cette caricature est la seule image authentique que l'on ait de lui, de sorte qu'il aura toujours l'air furax pour la postérité. En même temps, il avait quelques raisons de l'être, et en particulier contre Gauss. Ce que vous voyez ici est extrait de son essai sur la théorie des nombres, qui date de 1798. Il introduit cette notation, m sur n entre parenthèses, qui, comme il l'écrit, est le reste modulo n de m à la puissance n-1 sur 2. Il vaut toujours plus ou moins 1. Et il se trouve que cette quantité détecte si m est résidu quadratique modulo n. C'est un moyen commode et élégant d'écrire la loi de réciprocité quadratique. D'ailleurs, la notation m sur n entre parenthèses est toujours utilisée sous le nom de symbole de Legendre. Eh oui, Legendre sait écrire la loi sous forme condensée, mais il n'en a pas de démonstration. Celle qu'il donne suppose vrai un lemme qu'il considère comme évident, mais qui est loin de l'être. Gauss, lui, a une vraie démonstration, et même plusieurs,
Voici son énoncé. Il est écrit en italique en haut, et une fois énoncé le théorème, Gauss ajoute, comme presque tout ce qu'on peut dire sur les résidus quadratiques est une suite de ce théorème, la dénomination de théorème fondamental dont nous nous servirons dorénavant ne sera pas déplacée. Non seulement Gauss énonce et démontre correctement un théorème sur lequel Euler et Lagrange s'étaient cassés les dents, mais il en a bien perçu toute l'importance. Il l'appellera aussi le théorème d'or. Et maintenant, pour vous expliquer pourquoi le gendre a quelques raisons d'être aussi furieux, voici comment Gauss le cite. Ce célèbre auteur en a donné la démonstration, et comme elle est très ingénieuse, nous en parlerons plus amplement dans la section suivante. Comme il y suppose plusieurs choses sans démonstration, dont jusqu'à présent une partie n'a été démontrée par personne, et dont l'autre partie ne peut selon nous l'être que par le théorème fondamental, il nous semble que la route qu'il a prise ne peut pas lui faire éviter la difficulté, et notre démonstration peut être regardée comme la première. Voilà, c'est dit. Gauss n'est pas du genre à tourner autour du pot. Il avait bien conscience de l'importance et de la nouveauté de son livre. Il ne s'attendait peut-être pas à l'influence qu'il a eue sur ses successeurs. En Allemagne, les premiers héritiers de Gauss sont Jacobi et le jeune Dirichlet. Jacobi a fourni de nouvelles démonstrations de la loi de réciprocité quadratique et il l'a étendue aux puissances supérieures. Il est aussi l'auteur d'une généralisation du symbole de Legendre, qu'on appelle symbole de Jacobi. Le jeune Dirichlet ne sonne pas comme un nom allemand typique, parce que sa famille était d'origine belge. Pendant toute sa carrière, il a gardé son exemplaire des Disquisitiones Arithmeticae à portée de main sur sa table. Il est sans doute celui qui a le plus approfondi ce que Gauss avait écrit. En 1849, une grande fête a été organisée à Göttingen en l'honneur de Gauss pour le cinquantenaire de sa thèse. À cette occasion, le manuscrit original des Disquisitiones a été exposé. Gauss, qui était d'excellente humeur, en a pris une page pour allumer sa pipe. Dirichlet s'est précipité pour sauver la relique, et il l'a conservée précieusement avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Les Disquisitiones Arithmeticae auraient sans doute suffi pour donner à Gauss une place de choix dans l'histoire de l'arithmétique, mais il ne s'est pas arrêté là. Son théorème d'or, il a cherché à l'étendre et à le généraliser pendant plusieurs décennies. Le voici en 1828, l'année où paraît un premier mémoire intitulé Théorie des résidus biquadratiques. Il s'agit de refaire pour la puissance 4 ce qui existe pour la puissance 2. 4 ans plus tard, paraît le second mémoire sur le même sujet. Ce que contient ce texte va changer l'arithmétique. Voici ce que dit Gauss. Ayant déjà commencé à réfléchir au sujet en 1805, nous arrivâmes bientôt à la conviction que la véritable source d'une théorie générale devait se trouver dans une extension du champ de l'arithmétique. Plus précisément, tandis que l'arithmétique supérieure traitait jusque-là seulement de nombres entiers, les théorèmes relevant des résidus biquadratiques ne resplendiraient dans leur suprême simplicité et leur beauté naturelle que quand le champ de l'arithmétique serait étendu aux quantités imaginaires. Quand on y pense, c'est assez naturel au fond. Résoudre l'équation x2 égale 1 donne deux racines, plus 1 et moins 1, tandis que l'équation x4 égale 1 a en plus les deux racines imaginaires plus i et moins i. Il a fallu Gauss pour le voir et en faire une vraie théorie.
Ce que l'on appelle désormais les entiers de Gauss sont les nombres complexes dont la partie réelle et la partie imaginaire sont des entiers relatifs. Les notions de l'arithmétique classique s'étendent sans difficulté aux entiers de Gauss, en particulier les congruences et la primalité. Une particularité est que un même entier peut être premier dans l'arithmétique classique et ne plus l'être en arithmétique complexe. Par exemple, 5 se factorise en 2 plus i fois 2 moins i. Vous voyez écrites les conditions sous lesquelles un entier de Gauss est premier. Thorvald Thiele est un Danois qui a eu plusieurs cordes à son arc. Il a été joueur d'échecs, astronome, il a fondé une compagnie d'assurance. En mathématiques, il est surtout connu comme statisticien. En 1873, il a eu l'idée de représenter certaines propriétés des entiers de Gauss dans le plan. Voici les illustrations d'époque. Regardez la vignette en haut à droite. Elle représente des congruences modulo 17 plus 8i. Thiele faisait ces images à la main. Søren Bull a eu la bonne idée de coder un programme R distribué librement avec lequel je me suis bien amusé. De quoi s'agit-il donc? Chaque entier de Gauss correspond à un carré dans le plan. Ce carré est colorié en rouge si l'entier est congru au module, le résidu est 0. Le carré est coloré en bleu si l'entier est un résidu quadratique du module, le carré est blanc sinon. Comme attendu, le motif se répète périodiquement dans le plan. Il se trouve que les modules premiers donnent des résultats beaucoup plus spectaculaires que les autres. Sur les 4 images que vous voyez, seul 7i plus 8 en haut à droite est un nombre premier. Et c'est vrai aussi si le module est réel. Sur ces images, la fenêtre de représentation couvre 2 périodes dans chaque direction, horizontale et verticale. En haut à gauche, le module 29 est certes premier au sens classique, mais il ne l'est pas en complexe. 29, c'est 5 plus 2i fois 5 moins 2i. Par contre, 31 en dessous est bien premier au sens complexe. Voici quelques autres modules réels premiers. Sympa comme carrelage, vous ne trouvez pas? Avec des modules complexes premiers, on obtient souvent de magnifiques spirales. Regardez ce que donne 13 plus 10i. Plutôt élégant, non? Je parie qu'il reste encore des représentations graphiques d'entiers de Gauss qui n'ont pas été explorées. Ça vous dirait d'essayer?